l'Empress. Plus de passagers y périrent que lors du Titanic, quoique le nombre total des vies perdues fut légèrement inférieur à celui du Titanic. Plus de passagers y perdirent la vie, en fait. Il est étrange qu'au cours des années qui suivirent, que l'Empress n'ait pas acquis cette qualité mythique, légendaire qu'a le Titanic. Et je crois que cela peut s'expliquer d'une certaine façon par le fait que le Titanic aura été le premier. On n'avait jamais vu pareil désastre. Et bien que les pertes de vie de l'Empress y furent presque aussi sévères, je crois que les gens avaient déjà épanché leurs émotions avec le drame du Titanic. Le naufrage du Titanic demeure aux yeux du grand public un récit édifiant où actes d'héroïsme et de dévouement contribuèrent à ennoblir les derniers instants du grand paquebot. Mais l'agonie foudroyante de l'Empress ne laissa guère le temps d'une fin aussi digne et romanesque. Je ne peux imaginer un désastre plus terrifiant que celui de l'Empress. Le naufrage du Titanic, que je connais particulièrement bien, l'ayant étudié depuis 30 ans, a été pratiquement un opéra en haute mer, prenant presque 3 heures comparativement à celui de l'Empress of Ireland, où en 14 minutes, plus de passagers ont péri que dans le cas du Titanic. Et très peu de gens sont conscients de ce fait. Ce fut absolument horrible. Plongé dans les ténèbres, le bateau qui chavire et s'enfonce dans les flots en si peu de temps. Tant de gens, tant d'enfants qui hurlent et qui pleurent. On ne peut imaginer l'horreur d'une telle situation. De plus, en 1914, l'Empress a quelque peu perdu de son prestige depuis la mise en service des fastueux navires anglais et allemands. Et la route de Québec n'est certes pas aussi célèbre que celle de New York. Mais en marge de toutes ces considérations, l'effacement du drame de l'Empress de la mémoire collective demeure un fait étonnant. L'événement n'a pas semblé produire le même impact et le lointain souvenir que nous en avons a été quelque peu obscurci par la Première Guerre mondiale qui débutait à peine quelques mois plus tard. Le drame a été rapidement éclipsé dans les nouvelles par ces événements mondiaux qui y semblaient beaucoup plus importants et qui ne tardèrent pas à se révéler encore plus terribles à la lumière de dépêches en provenance du front en Europe. Le Titanic avait coulé 2 ans plus tôt, mais le Titanic était un naufrage auquel on pouvait trouver une solution, ajouter des canaux de sauvetage. Les règlements en vigueur furent révisés et en peu de temps, tous les paquebots étaient dotés d'un nombre suffisant de canaux de sauvetage. Cela voulait donc dire que même des canaux de sauvetage en quantité suffisante pouvaient s'avérer inutiles. Le grand public ne désirait pas qu'on lui rappelle qu'un paquebot géant pouvait entraîner avec lui, dans la mort, 1 millier de personnes. Le public a ainsi préféré oublier l'Empress of Ireland. Été 1964. Suite à un reportage commémorant le 50e anniversaire du naufrage de l'Empress of Ireland, 5 plongeurs entreprennent une fascinante aventure. Retrouver l'épave gisant au fond des eaux froides et obscures du Saint-Laurent depuis un demi-siècle. À un moment donné, on a rencontré une personne qui avait le livre de la commission d'enquête de la tragédie de l'Empress d'Irlande, que là, il y avait une position avec un sextant. On allait en mer, puis c'était impossible de prendre la position à cause que la mer était trop agitée. Un soir, il y a eu une accalmie. On avait placé une lumière dans le clocher de l'église de Sainte-Luce, puis avec la lumière du fort de Pointe-au-Père, on s'est rendu sur les lieux avec le bateau, puis là, on a pu prendre la position, on a mis une balise. Ainsi se trouve circonscrite la zone de recherche, première étape importante de l'opération. On comptait beaucoup sur le sondeur de profondeur du bateau, la canadienne, puis le sondeur n'était pas assez puissant. Là, à ce moment-là, on a décidé de mettre un câble à l'eau avec un ancre au bout, puis on traînait ça. Et là, à ce moment-là, on avait accroché avec l'ancre quelque chose de solide. Là, on avait slacké le câble de l'ancre, puis après ça, on s'est habillé, on a descendu une trentaine de pieds avant d'arriver au bateau, on a pu le voir. On a trouvé sur le pont arrière une poulie d'une chaloupe de sauvetage, un palan double, qu'on a rapporté de notre première plongée. C'est au moment qu'on a parti de l'arrière, puis qu'on s'est dirigé vers l'avant, que là, on a pu trouver de quoi pour identifier comme quoi que c'était bien l'Empress d'Irlande. On a trouvé une plaque qui était marquée « First Class Passager Only ». En ce 17 juillet 1964, Claude Villeneuve et ses collègues redécouvrent l'Empress of Ireland.
partir de cette date, l'épave devient un site d'exploration fréquemment visité. Alors que l'épave du Titanic ou celle du Lusitania ne sont plus que l'ombre d'une magnificence passée, l'Empress affiche toujours dans les abysses une grandeur qui en fait à plus d'un titre un spectacle impressionnant. Ben, l'épave en tant que telle, elle est détruite bien entendu depuis les années qu'elle est là. Et puis, mais la coque est quand même en bon état en considérant le nombre d'années qu'elle a coulé. À part un trou de dynamite que tout le monde connaît parce qu'ils ont dû aller chercher des lingots d'argent. Et puis contrairement au Titanic, la coque est brisée en deux. Ici, elle est toute entière. Le haut, les ponts sont écroulés dans le fond. Mais à l'avant, moi personnellement, je plonge à l'avant et puis je le trouve encore très beau, très majestueux. Marc Ardenne et Danny Saint-Cyr s'apprêtent aujourd'hui à descendre sur l'épave. Entreprise qui se révèle souvent hasardeuse. C'est les conditions qui sont très, très variables, très changeantes. On peut avoir une plongée qui va ressembler à une plongée du sud, pas de courant, mais avec de la visibilité, avec une condition de mer très bonne. Et puis, on peut commencer une plongée dans cette condition-là, puis la finir dans une mer agitée avec une visibilité nulle, et puis des courants très forts. Donc, c'est un petit peu un piège. Tu pars dans les conditions idéales, tu peux revenir dans les conditions extrêmes. Fait que selon moi, c'est ce qui fait que la plongée sur l'Empress peut devenir extrême. Le principal objectif des plongeurs consiste à filmer les vestiges du grand paquebot. Il s'agit d'un défi de taille, car l'Empress se dérobe continuellement aux regards indiscrets en raison de l'obscurité et des nombreux courants qui limitent la visibilité. Mais peut-être qu'aujourd'hui, une météo clémente et des fonds moins troubles faciliteront l'opération. tout le temps quelque chose qu'on n'a pas vu la plongée d'avant. On peut passer 2 fois à la même place et puis ça, on ne le verra pas du même œil. J'ai peut-être 140 ou dans les 140 ou 150 plongées sur l'Empress. Puis chaque plongée est tellement différente que c'est passionnant de plonger sur cette épave. Toutes les plongées, pour moi, c'est des nouvelles plongées sur l'Empress, au point de vue sensation puis sentiment. Vidéotron présente 4 nouvelles chaînes. Jusqu'au 31 mars, découvrez-les gratuitement.
l'exercice le plus performant de sa catégorie. L'habitacle le plus vaste de sa catégorie. De l'équipement standard qui a de quoi surprendre, peu importe la catégorie. Vous êtes à la recherche d'un refuge contre la médiocrité et le compromis? Bienvenue dans votre sanctuaire. La toute nouvelle i30 d'Infiniti, le meilleur de nous-mêmes. Pour Duplessis, tout le monde était communiste. Il n'y avait pas beaucoup de médecins qui le faisaient. Ça a permis de corriger des inégalités. C'est ça la Révolution tranquille, c'est un souffle. Une émission qui veut redonner la parole et la vie à celles et ceux qui ont marqué notre passé. Artisans de notre histoire, mardi 21h à Historia. Au Québec, plus d'une personne sur 3 mourra d'une maladie cardiovasculaire, ce qui signifie plus de 19 000 victimes chaque année parmi nos connaissances, nos amis, notre famille. Plus de 19 000 morts, soit une victime toutes les 27 minutes. Les maladies cardiovasculaires, nous sommes tous concernés, nous sommes tous visés. Au fond, dans les ténèbres et le froid, reposant sous 50 mètres d'eau, un géant des mers résiste vaillamment aux assauts du temps. Une vision du passé va bientôt surgir. D'un transmetteur d'ordre. Un mât de charge qui servit pour la dernière fois lors de l'embarquement à Québec. Le bossoir de l'ancre. De la soute à bagages. La base du mât, maintenant sectionnée. Le poste de vigie d'où fut aperçu le Storstad. Les ponts promenades, domaine exclusif des passagers de première classe. Affranchis des limites du temps, les plongeurs font la rencontre d'un fantastique témoin d'un âge révolu. Gigantesque vaisseau fantôme où semblent toujours se mouvoir des ombres du passé. J'avais l'impression de voir marcher les gens. C'est un drôle de sentiment, ça paraît un peu fou, là, mais c'est vraiment ça. Je visionnais presque les gens qui se promenaient sur le pont, qui faisaient ci, qui faisaient ça. Tu sais, c'est magique. Voici la passerelle, d'où le capitaine Kendall lança ses derniers ordres avant d'être précipité à la mer. Un bossoir qui retenait une chaloupe de sauvetage. L'une de ces chaloupes
qui ne put être mise à la mer lors de la catastrophe. L'entrée des passagers de 3e classe. Dans les flancs du navire, des lambeaux du passé pendent toujours à ses vestiges. 85 ans après la tragédie, cette chaîne retient toujours l'une des ancres gigantesques. L'inclinaison permanente de l'épave ont lourdement endommagé sa structure interne, comme en témoigne cette balustrade écroulée, ou encore les restes des cabines de première classe dont les cloisons se sont affaissées. Les restes d'une couchette dans une cabine de 3e classe. Un enchevêtrement de fils électriques. Cette marche est tout ce qui reste du magnifique escalier des passagers de première classe. Nous voici maintenant dans les cuisines de l'Empress. D'une armoire. Un escalier qui n'est plus qu'un amas de poutres, dont seuls le limon et le poteau de la rampe sont encore reconnaissables. Une chaise provenant probablement d'une cabine de première classe. Un plafonnier. Des plaques indiquant le numéro des cabines. Un accoudoir, seul vestige d'un canapé de la salle de musique de 2e classe. Les débris d'une cabine. Certains objets usuels, comme ce réveil matin, prennent une connotation toute différente dans ces lieux marqués par la mort. Ces accessoires de la vie de tous les jours rappellent toutes ces personnes disparues dans la tragédie. L'Empress reste donc à tout jamais le lieu du dernier repos d'innombrables victimes. Cette perspective se révèle d'autant plus juste que, contrairement au Titanic, l'épave de l'Empress contient encore plusieurs ossements humains. Franchement, la première fois que j'ai vu des restants humains, ça a été un crâne. Ça me faisait l'impression d'avoir un miroir devant moi. J'ai passé une plongée complète devant ce crâne-là, un peu à penser qu'est-ce qui avait pu arriver à cette personne-là. Nous entrons maintenant dans la salle des machines. Ces cadrans sont ceux de l'un des 2 immenses moteurs.
montaient les dynamos. Un des arbres de couche par lesquels les moteurs transmettaient leur force de propulsion aux hélices. Danny Saint-Cyr s'engage maintenant dans un étroit passage menant à l'extrême arrière de l'épave. Aucun plongeur n'a jusqu'ici osé s'aventurer dans ce compartiment, situé juste au-dessus du gouvernail. Pour la première fois, ces vestiges émergent d'une nuit qui dure depuis que le navire a sombré. Cette roue servait à contrôler directement le gouvernail, afin de pallier toute défaillance technique qui aurait rendu impossibles les manœuvres à partir de la timonerie. Par ce tuyau acoustique, on pouvait alors recevoir des instructions directement de la passerelle. Nous voici dans les cabines des graisseurs situées à l'arrière du navire. Sur le pont Promenade. L'une des rambardes à laquelle des gens terrifiés s'accrochèrent désespérément. Des hélices en bronze immobilisées depuis cette nuit fatidique. L'Empress of Ireland, jadis orgueil du Saint-Laurent, reste à tout jamais prisonnier de ses flots. Paisley? Non. Non. Des boules de billard. Un nœud papillon. Dans la vie, il y a des décisions difficiles à prendre. Avec Fidelity Investments, le choix d'une société de fonds de placement n'a pas à en être une. Rayé. Dans le noir à la recherche de lumière, voici la nouvelle lumière portative Instalight. Fonctionnant à pile, elle est parfaite pour la salle de bain, la salle de lavage ou n'importe où ailleurs. Idéale comme veilleuse pour vos enfants, Instalight est indispensable lors des pannes de courant. Utilisez-la dans le coffre de la voiture ou à l'intérieur pour plus d'éclairage. Instalight vous suit vraiment partout. Pour plus de sécurité, où que vous soyez, fiez-vous à Instalight, la lumière instantanée.
comment c'était avant, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec aujourd'hui. Est-ce qu'on était, par exemple, plus violent au Moyen Âge? Est-ce que le travail avait plus de sens avant la Révolution industrielle? À chaque semaine, deux camps s'affrontent pour le meilleur ou pour le pire. Qui a raison et qui a tort? À vous de juger. Pour le meilleur ou pour le pire, jeudi 21h à Historia. Depuis la redécouverte de l'Empress, de nombreux vestiges furent arrachés des eaux. Les plongeurs se livrant à cette récolte ont été pendant plusieurs années affranchis de toute contrainte légale, dans la mesure où, depuis le naufrage du bâtiment, personne n'en revendique la propriété, ni le Canadian Pacific, ni même les assureurs. L'inventaire des découvertes des plongeurs devait être connu du receveur général des épaves, et ceux-ci pouvaient ensuite disposer librement de leurs trouvailles. La plupart de celles-ci sont aujourd'hui exposées au musée maritime Bernier de L'Islet-sur-Mer et au musée de la mer de Pointe-au-Père. Ce dernier musée fut fondé en 1980 par des plongeurs désireux de faire connaître au public l'histoire de l'Empress. On y retrouve plusieurs instruments de navigation, mais aussi bon nombre d'objets personnels, menues traces de la vie quotidienne des passagers. Certaines pièces se révèlent à l'occasion plutôt inusitées, comme ce bois d'élan d'Amérique, trophée de chasse de Sir Henry Seton Karr. Cependant, quelques vestiges connurent un triste sort. Parmi les plus imposants hissés à la surface figure une des hélices, récupérée en 1968. Elle fut vendue à la ferraille pour la somme de 5 000 $. En 1993, une équipe de sauveteurs prélève de l'épave environ 1500 mètres de planches de teck, fort bien conservées. Le promoteur du projet en fait ensuite le commerce. Si l'on considère que l'Empress est une sépulture, un tel démantèlement ne va pas sans soulever d'énergiques protestations et susciter une vive controverse. Tout aussi litigieuse demeure la question d'une fouille systématique exempte de toute réglementation. Problème qui, même une fois résolu, en cache un autre. La conservation est-elle une caution suffisante à une activité que plusieurs jugent profanatrice? Un grand nombre d'items ont déjà été récupérés en provenance de navires comme le Titanic ou l'Empress. En ramener d'autres risquerait peut-être d'endommager l'épave et n'aurait plus aucune valeur, sauf peut-être à titre de trophée. C'est en sortant des pièces que les gens prennent plus conscience, je pense, que ça existait. C'est pas juste une histoire, c'est pas une légende, ça existait. Il y a eu la catastrophe. Je trouve que c'est bien de sortir certaines pièces qu'on peut regarder. Puis je trouve que c'est essentiel qu'il en reste sur l'épave pour les plongeurs qui désirent aller voir l'épave, puis se divertir, puis voir des artefacts sous l'eau dans le milieu naturel. Il y a des naufrages qui n'ont entraîné aucune perte de vie, et d'autres, tels l'Empress, où le nombre de vies perdues est terrible. Alors ce navire, à défaut de tout autre, devrait être considéré comme un tombeau, un mausolée à la mémoire de tous ces gens qui ont perdu la vie à cet endroit. Encore une fois, cela ne veut pas dire, selon moi, que des pièces ne peuvent pas être récupérées. Seulement que ce soit fait avec beaucoup de soin, sous la surveillance d'un organisme, gouvernemental ou autre, qui pourrait donner son approbation,
que ce soit effectué d'une façon réfléchie. L'Empress of Ireland reste l'objet d'un débat houleux qui attise parfois les passions personnelles, particulièrement lorsque des plongeurs possèdent une vaste collection privée de pièces trouvées sur l'épave. D'autres n'en gardent que quelques-unes, revêtant à leurs yeux une signification particulière. Moi, personnellement, j'ai eu des pièces que j'ai déclarées au receveur. Je suis bien en règle avec ça, là, mais je ne les vendrai pas. C'est quelque chose de personnel, c'est très profond pour moi. On peut m'offrir de l'argent, je ne serai pas en train de dire « oui, achète-le ». C'est pas du commerce que je fais avec ça, c'est un trésor pour moi. C'est un trésor pas monétaire, c'est un trésor... c'est personnel, là. Ça fait partie de ma passion d'avoir ramené des choses. Pressé par des groupes soucieux de protéger l'épave de pillages éventuels, le gouvernement du Québec intervient finalement en 1998. L'Empress gagne enfin une reconnaissance culturelle et devient en principe un site inviolable. L'épave de l'Empress exerce une fascination peu commune sur les plongeurs qui en explorent les vestiges. Chaque année, entre 500 et 1000 plongées ont lieu sur le site. Malheureusement, ces expéditions se transforment parfois en épisodes dramatiques. Pour Mark Arden, la tragédie de l'Empress of Ireland ne s'arrête pas au naufrage de 1914. Le 28 septembre 1996, Mark, son épouse Lise et un ami de longue date, Xavier, s'apprêtent à effectuer une de leurs plongées coutumières sur l'Empress. Lise a effectué jusqu'ici 96 plongées sur le site de l'épave, alors que Xavier en est à sa 40e. On est parti de la marina où nous nous trouvons, sur ce bateau d'ailleurs, sur le même. Et puis ça s'est passé qu'on était bien enthousiastes, on avait vraiment des plans à faire parce qu'on devait aller déposer une bouée d'ancrage que je devais aller installer pour les autres plongées qui allaient venir. Lise plonge la première, bientôt suivie par Xavier. Une vingtaine de minutes plus tard, Mark s'apprête à se mettre à l'eau lorsque le corps inerte de Xavier refait surface. J'ai crié « Xavier, ça va, Xavier ?» Puis là, il ne répondait pas. Je me dis « il niaise peut-être, tu sais, des fois il joue peut-être, mais quand il n'a pas répondu, là j'ai commencé à me tracasser. Je me suis dit « bon, là c'est pas normal ». Alors j'ai fait tout mon stock, puis j'ai vraiment commencé à paniquer. Là. Une fois récupéré le corps de Xavier, Mark tente de rejoindre Lise. Mais les circonstances semblent soudainement jouer contre lui. Il s'est enfilé plusieurs problèmes un derrière l'autre, puis le moment où j'ai pu me mettre à l'eau, il s'est développé un courant tellement fort que même moi, j'avais jamais connu ça. Je me suis retrouvé en dessous de la coque. Je me tenais à la corde, mais j'étais plaqué contre la coque de mon bateau. J'arrivais plus à rien faire. J'étais épuisé. Je savais vraiment pas comment faire. J'arrivais pas à avancer. Ça fait que je me suis rééquipé. Je suis reparti de nouveau. Ça fait que là, je me suis organisé autrement pour attraper la corde et je suis descendu. Puis quand je suis descendu, là, c'est sûr que ça a été dur un peu, mais quand je suis arrivé, j'ai vu une lumière. Tu sais, je descendais, mais en descendant, je priais. Je disais, il faut pas qu'il y ait quelque chose. Je priais pour qu'il n'y ait rien. Je pensais d'abord qu'elle était à la déco, mais elle n'y était pas. C'est que plus je descendais, plus je savais qu'elle était. Je sais pas, je le sentais qu'elle était plus là, mais en même temps, je voulais qu'elle soit là, tu sais, qu'elle soit vivante. Puis là, je suis arrivé, il y avait de la lumière. Tu sais, mais au bout de la lumière, c'était Lise, puis c'est sûr que Lise elle était plus. Son corps était là, mais elle était morte. Là, tu sais. Après ça, il a fallu que je la remonte. Ouais, j'ai voulu la remonter. J'ai dû enlever ses plombs parce que ses plombs c'était quelque chose qui la retenait au fond. Ça fait qu'elle n'avait plus de détendeur en bouche. Elle avait les yeux ouverts. Fait que j'ai tiré ses plombs qui la retenaient, puis j'ai commencé à la prendre dans les bras. J'ai crié aussi parce que, en tout cas, j'ai crié dans l'eau. Ça paraît drôle, mais j'ai crié. Puis je l'ai prise dans les bras, puis j'ai commencé à remonter avec. Les causes de la mort de Lise et Xavier ne furent jamais établies avec certitude. Selon le coroner, il est probable que Lise parent se soit essoufflée en travaillant avec les courants pour aller placer un câble,
et qu'elle se soit alors noyée. Dans le cas de Xavier Roblin, il pourrait avoir retrouvé le corps de Madame Parent et avoir commencé des manœuvres pour le ramener à la surface. Il est possible que Xavier, après avoir vidé sa première bouteille, ait paniqué, n'ait pas été capable d'ouvrir sa deuxième alimentation d'air et soit remonté en catastrophe sans faire de palier de décompression. Les drames de l'Empress semblent toujours voilés de mystère. Cependant, une chose reste sûre. Lise et Xavier sont morts en s'adonnant à leur passion. Bon, j'ai déposé les cendres de Lise qui avaient été incinérées, puis j'ai été les déposer sur la plaque. Parce qu'elle m'avait demandé de déposer, si un jour elle venait à mourir, de déposer ses cendres sur l'Empress, mais vu on l'a mis sur la plaque commémorative pour leurs deux. Là. Et chaque fois que je descends sur l'Empress, que j'aille pour filmer ou que j'aille pour me regarder, ben, je passe toujours me recueillir sur la plaque. Je passe devant parce que ça représente Lise, c'est son cimetière. À chacune de ces plongées sur l'épave, Marc perpétue d'une certaine manière leurs souvenirs. Et l'Empress est à jamais marquée de leur présence. Vous en avez assez de trébucher dans le noir à la recherche de lumière? Voici la nouvelle lumière portative Instalight. Fonctionnant à pile, elle est parfaite pour la salle de bain, la salle de lavage ou n'importe où ailleurs. Idéale comme veilleuse pour vos enfants, Instalight est indispensable lors des pannes de courant. Utilisez-la dans le coffre de la voiture ou à l'intérieur pour plus d'éclairage. Instalight vous suit vraiment partout. Pour plus de sécurité, où que vous soyez, fiez-vous à Instalight, la lumière instantanée. L'histoire des États-Unis, un récit fascinant des événements qui ont façonné le rêve américain. Histoire des États-Unis, mercredi 20h à Historia. L'avènement du chemin de fer canadien est l'une des grandes épopées de notre histoire. Cette étroite route de fer, construite à bras d'homme, a contribué à bâtir le pays. Fabuleuse invention de l'ère industrielle, le train a révolutionné le temps, les communications et les mœurs. Faites ce grand voyage au cœur des plus extraordinaires, Histoire de train. Histoire de train, mercredi 21h à Historia. Quand est-il temps d'aider ses os à demeurer sains et forts? À mon âge. Quand est-il temps d'ajouter un supplément de calcium à son régime alimentaire? À mon âge. Quand est-il temps de songer à prendre Caltrate plus D? À mon âge. Les études démontrent que le régime alimentaire moyen ne fournit pas assez de calcium. Alors, quel que soit votre âge, si votre alimentation ne vous procure pas assez de calcium, il est temps de songer à Caltrate. Pour aider à garder les os sains et forts. Caltrate, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il était une fois 1000 ans d'histoire. Millennium, jeudi 20h à Historia. Non, il faut vraiment qu'on choisisse le blanc. Ça, c'est pas pire. Blanc candide. Non, trop neutre. Blanc perle. Trop coloré. C'est blanc. Dans la vie, il y a des décisions difficiles à prendre. Avec Fidelity Investments, le choix d'une société de fonds de placement n'a pas à en être une. Mais oui, mais le blanc, c'est primordial. Mais blanc, c'est vraiment une couleur. Entrez dans les coulisses de l'histoire de la crise d'octobre, au mur de Berlin. Suivez pas à pas le récit des gens et des événements qui ont retenu l'attention du monde entier. Tournant de l'histoire, vendredi 21h à Historia. Cette photographie est la dernière qui fut prise de l'Empress lors de son départ de Québec le 28 mai 1914, quelques heures seulement avant son naufrage.
L'Empress of Ireland connut l'une de ces fréquentes iniquités de l'histoire qui ne lui conféra qu'un statut fort modeste. Le souvenir de sa glorieuse carrière et de sa tragique destinée s'estompa peu à peu, et si la découverte de l'épave suscita l'engouement de certains plongeurs, celui-ci trouva un bien faible écho auprès du public en général. Pour la vaste majorité, l'Empress demeure encore aujourd'hui un navire totalement inconnu. Évoquer sa mémoire permet de préserver celle de toutes ces personnes qui ont péri dans ses flancs. Captive des profondeurs, condamnée à une lente et inéluctable dégradation, l'Empress of Ireland peut à tout le moins être sauvée de l'oubli.